Alors, je vous souhaite bienvenue à tous dans le cadre des conférences multidisciplinaires. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Ariane Billeran, qui est normalienne, psychologue clinicienne, qui détient un doctorat en psychologie clinique et en psychopathologie, qui est également dirigeante du cabinet de conseil et d'études Sémiode. Donc, Madame Billeran est arrivée de France sous peu et nous avons le plaisir de l'accueillir dans le cadre de nos conférences multi pour sa conférence qui va porter sur le harcèlement. Donc, sans plus tarder, afin de lui permettre d'avoir tout le temps qu'elle souhaite avoir, je vais passer la parole à Madame Billeran. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très honorée de venir ici présenter mes travaux, d'autant que j'ai travaillé moi aussi en psychiatrie et j'ai fait mon doctorat sur la psychose, les délires psychotiques, la façon de vivre le temps dans la psychose. Alors, peut-être en deux mots, l'objet de ma visite au Québec, c'est de présenter mes deux derniers livres. J'avais déjà publié le premier sur le harcèlement en 2006. Et là, je viens de sortir le gros harcèlement. Vous pourrez venir à la fin si vous voulez voir les ouvrages. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc une conférence sur le harcèlement. Alors, j'ai choisi de faire plutôt clinique, c'est-à-dire les signes et les symptômes, puisque évidemment nous sommes dans un hôpital, et donc de prendre cette orientation avec vous qui peut-être vous intéressera davantage. Alors, la première chose pour le harcèlement, c'est savoir comment l'identifier. Et ça, c'est très difficile. Alors, je vous fais un tout petit détour par l'étymologie dans un premier temps, parce que harceler, ça veut dire utiliser la herse pour couper, si vous voulez, avec des petits à-coups, les épis de blé qui dépassent. Donc c'est d'abord une métaphore politique pour dire qu'il faut égaliser tout le monde et que surtout personne ne dépasse. Ce qu'on retrouvera ensuite dans la clinique du harcèlement, il s'agit souvent de personnes qui sont par exemple compétentes dans un groupe et qui dépassent un petit peu du groupe. Donc on va essayer de les faire rentrer dans le rang, si vous voulez. Alors la définition que j'avais proposée en 2006, je n'ai pas varié depuis, elle est un peu longue mais elle est précise au moins. Le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et ce faisant à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur. Alors il y a plusieurs choses qui sont importantes pour nous. Notamment en France, c'est très très important, ces critères sont des critères de durée. Il faut que l'agression dure au moins 3 mois en général et de répétition. Il faut qu'il y ait beaucoup de petites agressions sur la personne. Et le troisième critère important, c'est que ça vise à terroriser sur un plan psychologique la personne. En tout cas pour le harcèlement, on verra les différents types de harcèlement ensuite. Alors ce qui est important, en tout cas moi c'est le point de vue que je soutiens, c'est que le schéma du harcèlement, il est tout à fait identique, que l'on se situe dans l'entreprise, où j'interviens par ailleurs, que l'on se situe dans l'institution, dans les différents types d'organisations, dans la famille, dans le couple et aussi dans l'État. Il y a certains États totalitaires qui utilisent des méthodes de harcèlement. Donc il peut y avoir, si vous voulez, des variantes, mais le schéma est identique. Alors, quelle différence entre ce qu'on appelle le harcèlement moral ou le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel et le harcèlement physique ? Dans tous les trois types de harcèlement, il y a du harcèlement moral, c'est-à-dire qu'on vise la destruction psychologique de la personne. Mais on va dire que c'est plus efficace dans le cas de harcèlement sexuel et physique parce qu'il y a une atteinte directe sur le corps. Alors le harcèlement sexuel, c'est des atteintes sur l'intimité génitale de la personne. Et le harcèlement physique, c'est tout simplement des actes de torture réitérés. Donc j'ai coutume de dire, si vous voulez, que le harcèlement moral, il n'est que moral. Alors ça ne veut pas dire que ça atténue évidemment l'ampleur de la destruction, mais ça veut dire que c'est très difficile à repérer parce qu'on n'a pas de traces visibles, ostentatoires du harcèlement moral. Et c'est un grand problème au niveau des plaintes, évidemment, en justice. Alors, il se caractérise notamment par des agressions psychologiques directes. Alors, les agressions psychologiques directes, c'est par exemple
de la discrimination sur la couleur de peau, sur la religion, sur le sexe, etc. Ça peut être des brimades, des menaces directes, par exemple des menaces de mort, de la filature, de l'espionnage, de l'intrusion dans l'intimité de la personne, par exemple dans sa vie privée, de l'exclusion, de l'isolement, ce qu'on appelle couramment, en tout cas chez nous, la mise au placard. Ça, ce sont des agressions psychologiques directes. Mais le harcèlement moral, notamment, se distingue aussi par des agressions psychologiques indirectes, très insidieuses, que l'on n'arrive pas souvent à qualifier, et qui sont souvent d'ailleurs des absences d'agissement. Par exemple, vous n'êtes pas convoqué à une réunion. On ne vous donne pas le matériel nécessaire pour travailler. Donc, on ne vous met pas en copie des mails, par exemple des courriels où vous devriez être en copie, on vous exclut. Donc, ces agressions, elles sont très sournoises. Et alors, j'ai distingué les agressions par omission, donc ce que je viens de vous décrire. Les agressions détournées, par exemple, c'est des calomnies, des rumeurs. Et les agressions matérielles, la suppression, par exemple, des moyens de travail, ou alors, dans la vie privée, des ressources financières, etc. Donc, tout ce qui vise à rendre, évidemment, la personne dépendante. Alors, ce qui est terrible dans le harcèlement et qui rend les choses très difficiles à discerner pour un œil qui n'est pas averti, c'est la confusion des rôles. Parce que la victime de harcèlement, elle va essayer de se défendre psychologiquement contre ce qu'elle subit, c'est-à-dire un rapport de force et de domination complètement asymétrique dans lequel elle n'a pas beaucoup de moyens de défense, et elle va devenir agressive. Donc très souvent, c'est une façon pour les personnes qui harcèlent de dire mais si la personne est agressive, vous voyez, c'est bien qu'elle a quelque chose à se reprocher, c'est elle qui le cherche, c'est elle qui a un problème. Donc là, le harceleur confond, si vous voulez, la conséquence du harcèlement qui est l'agressivité et la cause en le faisant passer pour la cause. Et de la même façon, du coup, le harceleur est souvent quelqu'un qui se fait passer pour la victime. Donc c'est très compliqué, si vous voulez. C'est donc lui qui est, et il se vit d'ailleurs souvent comme victime du harcèlement, et il va justifier ses pratiques en disant « mais moi je me défends ». Donc c'est quelque chose de très, 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 très compliqué. Alors, ce qui est important, c'est que le harcèlement, c'est une pathologie de groupe. Alors, avant, en tout cas, ce qui moi m'avait un petit peu dérangé dans les travaux avant que je fasse paraître mon livre, c'était, si vous voulez, qu'il y avait l'idée qu'il y avait un méchant harceleur, un gentil harcelé, et puis on en restait là. Hein, je caricature un peu, mais c'était pas loin. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question à partir de la clinique des harcelés, qui disait souvent que le groupe, finalement, les gens qui étaient autour n'avaient pas réagi, n'étaient pas intervenus, etc., de l'existence de ce groupe. Et ce que l'on constate en réalité, c'est que s'il y a du harcèlement, c'est qu'un groupe a laissé faire, ou une organisation, ou une société. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont autour et qui ne réagissent pas pour plein de raisons, mais ça les rend complices, soit passivement, soit activement, et ça permet l'existence du harcèlement. Donc ça, je pense que c'est très très important dans la clinique du harcèlement. Dans mon dernier livre, et je vais revenir dessus après, j'ai notamment fait un gros chapitre sur la comparaison entre le harcèlement, les symptômes de harcèlement moral et les symptômes de victimes de torture, puisque c'est du harcèlement physique, ce sont les mêmes, les symptômes cliniques. Et l'entreprise est tout à fait identique. Il s'agit donc de faire taire, que ce soit dans le harcèlement moral ou la torture. Et il s'agit d'un processus de déshumanisation et de destruction psychique. Ce qui ressort aussi, en tout cas de mes études, c'est que le schéma psychologique est semblable. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans les différents lieux, que sont l'entreprise, l'institution, la famille, le couple ou l'État, mais aussi dans les différents temps. Au niveau psychologique, ça n'est pas nouveau comme phénomène. Simplement, il y a des recrudescences dans des périodes de crise où les personnes se sentent plus insécurisées et vont mettre en œuvre davantage de pratiques de ce genre. Alors, le but du harcèlement, pour l'instant, je vous ai dit qu'il s'agissait de détruire la personne, mais c'est peut-être un peu plus subtil. Il s'agit surtout et avant tout de la conduire à l'autodestruction. C'est-à-dire qu'il s'agit dans le harcèlement et pour le harceleur que la personne en face, si vous voulez,
Elle intègre, nous on dit introjecter, je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise chez vous, elle introjecte, si vous voulez, la pulsion de destruction du harceleur et qu'elle continue elle-même de se maltraiter toute seule, évidemment sans le vouloir. Mais par exemple, un exemple de ces maltraitances, c'est les ruminations. C'est-à-dire, toute seule, elle va continuer, sans la présence du harceleur, à se maltraiter. Et ça peut aller, évidemment, dans les cas graves, jusqu'à des tentatives de suicide, voire des suicides avérés, avec introjection de la pulsion de destruction du harceleur. Alors, je vais passer sur... j'ai essayé de faire des typologies de profils de harcelés et de harceleurs. Après, si on a le temps, je viendrai vraiment dans les symptômes cliniques qui vous intéresseront. Alors, en gros, sur les typologies de harcelés, on retrouve une compétence, en général, dans un groupe qui n'est pas compétent. Donc ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans la... C'est pas systématique, parce que, en revanche, ce qui est systématique, c'est que la personne harcelée est désignée car elle est différente du groupe. Alors ça peut être, si vous voulez, une femme dans un groupe d'hommes. J'ai eu un cas comme ça, un hétérosexuel dans un groupe d'homosexuels, etc., etc. Donc il y a une différence qui fait qu'elle va être d'emblée désignée, peut-être comme la cible du harcèlement dans des groupes qui ont des processus pervers qui circulent. C'est une personne aussi qui est assez autonome par rapport au groupe et qui n'a pas forcément besoin du groupe pour exister. Et enfin, c'est une personne qui à la fois fait de la résistance par rapport aux tentatives d'aliénation de certains groupes, mais en même temps est suffisamment vulnérable pour être attaquée. Elle n'est pas entièrement forte, sinon le harceleur ne s'y risquerait même pas en réalité. Alors les réactions psychologiques des harcelés les plus courantes, je reviendrai dessus après en vous expliquant bien les mécanismes, c'est tout d'abord la honte et la culpabilité. Alors ça, c'est dans tous les cas d'agression, c'est la personne agressée qui porte la honte et la culpabilité que l'agresseur devrait porter en réalité. Du stress, de la peur, de l'anxiété. Un phénomène d'auto-hypnose. Alors auto-hypnose, si vous voulez, c'est une sorte de mécanisme où la personne va oublier ce qui s'est passé et revenir dans la situation en ayant oublié les actes traumatiques. Alors ça, par exemple, je peux vous donner comme exemple le plus parlant les violences conjugales. Vous voyez où la personne, elle revient et puis elle a effacé avec l'éponge ce qui s'était passé et puis elle se remet dans la situation en banalisant, en minimisant. Aussi, des atteintes narcissiques très fortes comme la perte d'estime de soi, l'autodépréciation, avec des idées dépressives et de la tristesse, mais aussi quelque chose de très important, à mon sens, dans le harcèlement, la perte des repères, le doute, la confusion et la difficulté à s'inscrire dans le temps et dans l'espace, avec des trous de mémoire très importants. Et enfin, parfois, dans les réactions psychologiques des harcelés, une sorte de dimension sacrificielle, c'est-à-dire que la personne, elle va se mettre dans une position de sacrifice pour le groupe, au nom du groupe, et même le revendiquer. J'ai eu des cas comme ça, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'elle a intégré que finalement son rôle, c'était d'être bouc émissaire. Donc c'est quand même questionnant. Du côté des harceleurs, alors on retrouve des traits un peu inversés. Alors peut-être une incompétence, du moins le sentiment d'être incompétent par rapport à la personne harcelée. Et donc un sentiment de danger très fort, et l'impression d'être mise en danger par l'existence de la personne qui va être harcelée. Une absence d'autonomie avec une grande dépendance affective, beaucoup de séduction avec une apparente sociabilité, jovialité, etc. Beaucoup de susceptibilité aussi, et ce que j'ai appelé un faux comique, c'est-à-dire la capacité à rire des autres, mais jamais de soi. Donc ça, c'est un indicateur très fort. Et souvent, une personne qui détient une certaine forme de pouvoir, alors qu'elle soit sociale, hiérarchique, en tout cas, elle a le pouvoir suffisant pour aller harceler la personne qui va être harcelée. Les réactions psychologiques du harceleur, ce qu'on retrouve dans les grandes lignes, c'est une angoisse, un sentiment de danger et de persécution, plus ou moins fort. Il y a plusieurs profils, je vais en parler dans 2 minutes.
un intérêt à harceler. Alors soit c'est parce que la personne qui harcèle cherche à prendre la place ou la fonction ou la profession de la personne qui est harcelée, donc elle se dit je vais la faire sortir. Ou une fois un dirigeant qui m'avait dit mais moi, vous savez en France on a un code du travail quand même pour l'instant assez protecteur, mais moi comment je fais pour me débarrasser des salariés, il faut bien que je les harcèle pour qu'ils partent, donc il y a un intérêt quand même important. Une intolérance à la frustration, à la critique, avec beaucoup de jalousie, voire même d'envie. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on avait beaucoup insisté sur le profil pervers. En réalité, dans le harcèlement, si on parle vraiment clinique, psychologique et psychiatrique, il y a des processus pervers. Ça n'est que du processus pervers, mais on rencontre, en tout cas moi dans ma clinique, différents types de profils. Alors il y a des vrais pervers narcissiques, certes. Il y a aussi des grands paranoïaques qui sont les plus dangereux et sont ceux qui vont surtout se faire passer en victime, aller porter plainte, écrire au président de la République. Enfin, on a beaucoup de choses comme ça. Et puis aussi, nous, ce qu'on appelle les profils état limite, c'est-à-dire qui sont un petit peu borderline et où on a des fois, en fonction des angoisses et des contextes, des pratiques harceleuses qui peuvent se mettre en place. Bon, mais ça, c'est assez réducteur pour l'instant, ce que je vous dis. L'essentiel, c'est de retenir qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques qui harcèlent. Alors, les processus dans le harcèlement, tout d'abord, c'est des processus sadiques de contrainte, c'est-à-dire des processus de type pervers. Pervers au sens littéral du terme, c'est qu'on détourne les choses de leur objet, on instrumentalise, on parcellise et on crée de l'emprise. Donc, il s'agit de créer de la douleur avec de l'humiliation afin de détruire l'objet. L'objet, c'est la personne en réalité, en ayant l'illusion qu'on va obtenir une jouissance sexuelle et ou psychique, j'ai mis physique, mais en réalité psychique, sur la personne harcelée. C'est une illusion parce qu'en réalité, ça ne marche jamais vraiment et la personne qui harcèle est toujours obligée de réharceler pour obtenir cette jouissance temporaire. L'autre est perçu comme un instrument, c'est-à-dire pas comme une personne, un sujet qui a une dimension psychique, une affectivité, etc., plutôt un instrument de jouissance. Et la dimension très forte qu'on retrouve, c'est la notion d'envie. Hein, je ne sais pas si vous faites comme nous la différence entre la jalousie et l'envie. Hein, la jalousie, c'est vous possédez un beau stylo, je veux le même, donc je vais essayer de me l'acheter. Ça, c'est de la jalousie, je vais être jalouse de votre stylo. Mais l'envie, je vais avoir envie d'être à votre place. Hein, et c'est donc de vous tuer, parce qu'il faut que je vous tue pour être à votre place. Il faut que je prenne des choses de vous, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les processus harceleurs. Aussi, ce qu'on retrouve, c'est l'insidieux, le non